Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va parler de la croissance personnelle et du développement personnel. Souvent deux concepts qui sont entremêlés dans la culture populaire et parfois même aussi chez certains professionnels. Donc, je vais vous accompagner pour démêler en quoi ça consiste la croissance personnelle, quelles sont ses limites, mais je vais également vous parler du développement personnel pour ne pas le confondre avec la croissance, pas la même chose. On va, avant d'entrer au cœur du sujet, faire la petite prémisse de sécurité qui consiste à vous rappeler que le format vidéo du défi Psychoctober a une vertu éducative, donc l'éducation psychologique, ça ne remplace pas une psychothérapie. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, que les sujets que je vous parle aujourd'hui vous touchent intérieurement, bien, il y a deux options que je pourrais vous offrir. Sur mon site web, il y a l'option de questions confidentielles. À ce moment-là, vous pouvez avoir accès à mes connaissances via des questions personnalisées, avoir l'assurance d'avoir des réponses. Et il y a l'option des consultations. Si vous me demandez à être reçu en consultation, je reçois une clientèle adulte, individuelle, couple, famille, et on va redémarrer les groupes sûrement bientôt. Donc, je vous enverrai tous les détails par courriel avant même de fixer le premier rendez-vous. Comme ça, vous savez dans quoi vous vous embarquez. Si au cours du visionnement de la vidéo, vous n'êtes pas d'accord avec les concepts que je vous aborde, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vous ont dit d'autres définitions, c'est très possible. Gardez à l'esprit que moi, je vais faire de la vulgarisation psychologique, je vais faire des synthèses, je vais vous proposer des définitions qui ne sont pas forcément universellement reconnues. Je salue mes collègues linguistes d'ailleurs qui font un travail très difficile parce que le langage, c'est quelque chose de vivant qui se modifie, puis on n'a pas toujours des mots précis exacts pour définir des feelings intérieurs ou des concepts. Donc, on ne peut pas tout transformer en opération mathématique en raison de notre biologie. On a des niveaux de traitement limités. Donc, je vais essayer de faire des raccourcis là-dedans. Donc, c'est pas à vous que je parle dans la vidéo. C'est en général. C'est pas de vous que je parle. Oui, vous comprenez, c'est pas de vous que je parle directement. Donc, il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas exactement dans les définitions. Mais je voudrais vous rappeler encore une fois que c'est pour créer de la sécurité conceptuelle, protéger votre intégrité que je vous mentionne toutes ces nuances. Mais contactez-moi avec questions confidentielles ou consultations et je vais pouvoir détailler tout ça. Ceci étant dit, on plonge maintenant au cœur du sujet. Pensiez-vous que la croissance personnelle et le développement personnel, c'était exactement la même chose, vous? Ça pourrait déjà être une des premières réflexions que vous me partagez en commentaire. Et moi, j'aimerais vous dire que l'expérience humaine, ça se situe dans une espèce de séquence de répétition, consolidation, acquisition, négligence, blessure, ignorance, développement. Il y a toutes sortes d'étapes par rapport à la relation de l'être humain avec l'expérience. Puis dans celle-ci, je crois qu'on peut distinguer de manière très claire croissance et développement. La croissance, je vous donne ma définition tout de suite. La croissance, c'est une phase d'acquisition de la connaissance qui permet de prendre de l'expansion. Donc, une expansion maximale, le plus possible. On n'a qu'à penser à la croissance de la bourse. Bon, les croissances à la bourse, ça va comme ça. Puis les décroissances, ça va comme ça. Maintenant, le développement. Qu'est-ce que c'est ça, le développement? Ben, c'est pas comme une décroissance, c'est pas tant une perte. Le développement, c'est une phase d'épuration. Donc, le mot, l'étymologie du mot développer, ça vient de développeur, ça veut dire sortir de l'enveloppe. On en épluche, on pourrait dire, les connaissances acquises pour aller où? À l'essentiel. Donc, on pourrait dire que dans la phase de croissance, on accumule des connaissances, des expériences, des choix, des objets. Puis maintenant, on réalise peut-être que, hey, je stagne ici ou c'est pas, j'ai bien trop d'affaires que je traîne pour rien. C'est quoi l'essentiel de tout ça? Là, on fait un tri, on épluche, on développe le truc pour arriver à l'essentiel. Quelles sont les valeurs porteuses? Quelles sont les notions clés que je dois garder dans mon quotidien? Parce qu'on ne peut pas
faire seulement de l'accumulation, puis là, on en a plein. Puis... Non, il faut savoir, comme être humain, faire de la gestion de ressources et aller à l'essentiel. Sinon, on devient embourbé. Puis il y a plein de biais psychologiques, d'erreurs de raisonnement qui se déclenchent, autant dans l'acquisition, parce que là, j'ai la peur de manquer le bateau. Une fois que j'en ai plein, j'ai peur de perdre mes acquis. Puis là, il y a même des gens qui ont tellement une aversion à la perte que quand ils sont saturés, complètement saturés de connaissances, ils n'arrivent pas à en laisser aller. Donc, mettons le perfectionnisme avant les examens, le perfectionnisme. Puis ils veulent tout retenir, ils veulent rien échapper, puis ils s'épuisent à la tâche, puis le rendu à l'examen, ils sous-performent parce qu'ils étaient plus prêts. Puis il y a des gens, s'il y a des gens qui exagèrent dans la phase de croissance, puis qui le font de manière jusqu'à dénaturer l'expérience humaine, on a juste à penser à la croissance d'une personne qui se développe sur le plan financier, qui se développe son entreprise, qui devient un consortium, qui devient international. La croissance, ça peut être très, très, très vaste. Mais c'est peut-être que ça va dénaturer quelque chose si vous ne changez pas le niveau de traitement de l'information. Mais il y a des gens qui vont exagérer également dans le développement personnel. Moi, je le vois en consultation chez les gens qui vont avoir une pratique méditative extrêmement sévère, qui vont être un petit peu comme des moines qui font de l'ascétisme, c'est-à-dire qu'ils vont se retirer, plus de contact avec les membres de leur famille, plus de télévision, plus de sport, plus de nourriture de tel type, plus de... Ils font du retrait comme ça, là. Ils développent quelque chose pour aller à l'essentiel, mais ils s'appauvrissent tellement qu'à un moment donné, c'est plus de la simplicité volontaire, ce qui est très bien, simplicité volontaire, mais ils sont tellement dans le creux qu'ils s'exposent comme un petit noyau qui n'aurait plus aucune protection autour, puis là, il arrive un incident de la vie, un imprévu, comme mettons l'affaire de la pandémie, là, ça les blesse mortellement. Donc, j'aimerais vous dire avec ça que c'est bien de faire de la croissance. C'est bien de faire du développement aussi. Mais il n'y a pas de santé, on pourrait dire, en allant exclusivement dans l'un ou l'autre de ces avenues. Trop de croissance peut nous dénaturer de nos besoins fondamentaux, puis trop de développement peut nous fragiliser jusqu'à un point que, tu sais, on ouvre un petit coco, là, on enlève la coquille là, de l'œuf, puis là, on fait attention pour ne pas le briser, là, puis là, on espère que le petit oiseau va survivre. Mais moi, je voulais juste enlever la coquille pour voir s'il était comme le mané, ça déchire, pouf! Le petit oiseau meurt. La coquille a une vertu de protection, mais on n'a peut-être pas besoin de 500 boucliers. C'est quoi ça? La couche de bouclier sur le plan psychologique qui protège l'affaire sensible en dessous? C'est l'ego. C'est la personnalité. Ce sont des stratégies défensives comme l'orgueil. Personnalité qui veut dire persona, qui veut dire masque. Un masque adaptatif. Bien, un masque, un bouclier, on n'est pas loin, là. C'est une stratégie de protection. L'ego, c'est quoi l'ego? C'est le sentiment de je à moi. Ça, c'est à moi, ça. Donc, dans la phase de croissance, j'acquiers des expériences, des blessures aussi. J'acquiers des événements de vie, des connaissances. Puis là, se forme le long de la croissance un attachement à ces acquisitions-là. Et c'est l'attachement aux acquisitions des expériences, qu'ils soient agréables ou désagréables, qui forge l'ego. C'est comme si ça renforçait le je. Puis là, il y a des caricatures qui pourraient l'illustrer. Là, mettons le super narcissique président d'entreprise ultra imbu de lui-même avec un orgueil qui crie sur tout le monde. Donc, ce serait vraiment une caricature extrême. Mais c'est pour vous dire qu'il a acquis beaucoup de pouvoir. Et s'il s'est identifié à son ego, peut se confondre avec son masque et son pouvoir. C'est pour ça que pour être plus heureux, à un moment donné, il va falloir mettre un peu de flexibilité là-dedans et toucher le développement. Développeur, on enlève une partie de la défense. On enlève aussi cette partie-là de défense. On enlève aussi cette partie-là de défense. Puis là, voyez, on a tout le temps un autre en dessous. Ben voyons, où il en repousse un autre défense. Il ne faut pas aller trop vite dans le développement personnel parce que soyez conscient que ça protège quelque chose de très, très, très fragile. C'est l'intégrité de la personne. Puis si vous voulez comprendre c'est quoi que vous portez à l'intérieur de vous, là, en dessous de vos défenses, en dessous de vos forces, vous avez juste à penser à un enfant en début de vie qui n'a pas encore acquis beaucoup d'expérience.
Ben, un enfant en bas de 5 ans, si vous lui faites peur, il est terrorisé pour de vrai, là. Il ne peut pas faire la différence entre c'était-tu une peur pour rire ou une peur pour. Les mécanismes de sélection de. Ben, tu sais, tant qu'il croit au Père Noël ou à la Fée des Dents, il n'y a pas encore les mécanismes neurologiques pour dire ah non, c'était pas vrai finalement. Mais même nous, en tant qu'adultes, ça nous fait peur parfois un film d'horreur. Hein? Mais l'enfant, lui, il n'a pas la capacité de restabilisation par lui-même après. Fait qu'imaginez comment c'est fragile l'esprit d'un enfant. Puis dans une phase, là, le 0-6 ans, c'est tellement fragile. Là, c'est approximativement 6 ans. Il y a des théories qui vont dire 0,5, qui vont dire de 2 à 3. Mais gardez à l'esprit que cette période-là de socialisation primaire, c'est une phase dans laquelle on est tellement sensible qu'on va acquérir notre style d'attachement qui va se déterminer dans notre vie adulte, la manière d'entrer en relation, être en sécurité ou insécure. On va déterminer nos croyances normatives. Qu'est-ce qu'on pense qui est normal? On le bouffe à cette étape-là. Puis on va également définir une partie de notre identité. Qui suis-je et qui ne suis-je pas? Il suffit que des adultes, des parents responsables ou des professeurs disent toi, t'es comme ça. Là, l'enfant, il va soit se braquer ou soit va l'accepter. OK, je suis de même. Puis il va grandir avec l'identification à l'expérience. Donc, c'est ça le point clé de la croissance, c'est l'identification à l'expérience. On acquiert des trucs, puis à un moment donné, ça peut devenir tellement confus et rigide que la personne est prise, puis il va se stagner, puis elle ne sait plus comment faire. Donc moi, je vois des gens à ce moment-là, en thérapie, bien souvent, qui ont besoin d'apprendre à slacker les nerfs sur la croissance. Puis il faut parfois que je dise à certains de mes patients qu'on ne va pas faire de devoir d'acquisition de nouvelles connaissances. Les gens me disent as-tu un livre à lire là-dessus? Je dis non, demande refusée. Pas de livre de recommandation pour toi. Puis là, la personne va dire ben voyons, comment ça? Moi, je veux comprendre. Je dis ouais, mais je pense que ce que tu as besoin, c'est peut-être de comprendre à l'intérieur de toi et non pas d'acquérir encore des choses, des forces. Puis là, la personne va dire ouais, ok, ça se peut. Mais là, ça, c'est pas une recommandation que je fais de manière universelle. Là. Ça va dépendre de chaque personne. Il y a des gens qui, eux, il va falloir que je les aide à acquérir parce qu'ils n'ont pas encore acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir placer des choses avec succès. Donc, ils ne sont pas encore rendus à faire du développement personnel. Je vois aussi des gens en consultation, comme je vous disais, qui ont commencé leur croissance, mais qui vont essayer de faire beaucoup de développement personnel très tôt dans la vie. C'est notamment quelque chose que je vais observer chez des gens qui... Attendez, ça me perturbe, ça. Un petit toc de... Vous autres, vous l'aviez vu depuis le début. Mais... Régulation en temps réel. Fait que des gens qui vont essayer de faire du développement personnel trop rapidement, quitte au prix de se blesser. C'est quelque chose que je vois dans les gens qui sont dans la spiritualité beaucoup. Des jeunes, début vingtaine, qui tout d'un coup ont entendu dire, ils ont acquis avec un peu de croissance que, tiens, dans la spiritualité, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qu'on pourrait voir qui est un niveau de vérité en dessous de ce qui est accepté formellement. Puis là, ils s'intéressent à ça, puis là, ils essaient d'épurer les choses. Puis là, ils vont tellement loin dans leur développement personnel, ils s'exposent tellement, ils se fragilisent que n'importe quel gourou, après, passe par là, puis chlouc, les kidnappe ou part avec leur intégrité, leurs ressources financières. Il y a des abus sexuels, il y a des abus financiers, des abus de temps, il y a toutes sortes d'affaires. Parce que quand c'est fragile, la personne est tellement exposée que n'importe qui de charismatique ou d'un peu directif pourrait partir avec votre intégrité. Fait que donc, ça vous renvoie à l'idée que ce n'est pas mauvais d'avoir une personnalité, un persona, un masque. Ce n'est pas mauvais d'avoir un ego. Il y a une différence entre égoïste et égocentrique. Égocentrique, j'ai tellement de croissance que je suis le centre du monde. En tout cas, selon sa croyance, la personne, elle se pense le centre du monde. Mais l'égoïsme, c'est seulement dire je vais protéger mon intégrité, mais quand j'ai fini de prendre soin de mes besoins essentiels, je suis capable d'ouvrir la porte, puis là, je suis altruiste. Mais même si les besoins de l'autre sont encore présents, moi, je dois retourner prendre soin de mes besoins. J'ai faim. C'est égoïste manger, parce qu'il y avait quelqu'un qui mourait de faim, là. Puis on retourne vers l'autre. Puis là, on me dit à un moment donné, je suis fatigué. C'est égoïste dormir, parce que vous auriez pu finir le contrat, là, que l'autre personne n'avait pas fini. Mais est-ce que vous avez besoin de dormir? C'est essentiel? Oui. Bon. Fait que ça prend une bonne connaissance de soi là-dessus.
Peut-être que vous êtes actuellement dans une phase où vous avez besoin d'acquérir des connaissances, des expériences, de cumuler des choses avant de passer au développement. C'est également quelque chose qu'on voit dans les expériences amoureuses. La personne la plus sage au monde, la plus expérimentée sur le plan amoureux. C'est une personne là, qui a vraiment fait des réflexions, qui a eu plein des expériences amoureuses. Elle va aller voir un adolescent qui vit son premier émoi amoureux, puis elle va lui dire, tu sais quoi, j'examine ta situation amoureuse, puis je pense que ce partenaire-là, c'est pas un bon partenaire pour toi. Non, tu devrais laisser cette personne-là. Puis là, l'enfant ou l'adolescent, lui, qui vit cet émoi-là pour la première fois, il va dire, m'en fous, je l'aime. C'est tellement fort que ça a besoin d'être vécu avant d'être compris. Ah, c'est terrible, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'expérimenter ça. Ils ont besoin de se blesser pour tirer une leçon. Puis ça, les parents, ils trouvent ça terrible. Hein? Savoir que leurs enfants, ou voir que leur enfant est en train de se blesser, puis de ne pas pouvoir l'aider là-dedans. Ah, ça, c'est un déchire-cœur pour les parents. Je reçois des gens aussi en thérapie par rapport à ça qui disent, ouais, mais comment je peux faire pour gérer la détresse ou mon sentiment d'impuissance devant quelqu'un que j'aime qui s'en va se blesser? Fait que là, je leur apprends des mécanismes sur l'empathie, comment différencier sympathie et empathie, comment chasser la confusion à l'intérieur de soi. Mais ça va demander un équilibre. Un équilibre entre les expériences de croissance, d'acquisition d'expérience et le développement aller à l'essentiel. Parce que ces deux mouvements-là, en réalité, ils travaillent en même temps. Dans une vie humaine, les deux se passent normalement. Il y a peut-être un qui est plus fort que l'autre, là, mais ça fait ça comme ça. Là. Puis ce mouvement-là, qu'on pourrait dire un équilibre homéodynamique, c'est l'expérience flow d'une certaine manière. Moi, j'aime bien le représenter, ce mouvement-là perpétuel, là, comme ça, avec le terme homéodynamique, parce que l'homéostasie, c'est un terme qui est très galvaudé, qui a une tendance un peu fallacieuse parce que c'est pas vrai qu'un organisme vivant est en homéostasie. Comme là, moi, présentement, là, je ne suis pas en homéostasie. Je suis en homéodynamie. Ça veut dire que pour être vivant, je dois avoir une entrée de quelque chose puis une sortie de quelque chose. Mais même si vous ne le voyez pas, regardez, je ne vais pas bouger pendant quelques secondes. Même si vous pensez que j'étais stable, en réalité, j'étais en homéodynamie. J'ai fait une entrée d'oxygène. J'ai fait une sortie de CO2 puis des déchets d'hormones. À l'intérieur de moi, il y a une pompe qui fait circuler mon système sanguin. Donc, c'est mouvement. Puis si je voudrais arrêter ça, je voudrais arrêter mon cœur de battre. Là. Fais de l'homéostasie. Sois dans un état stable. Bouge plus. OK, je tiens mon cœur. Ça ferait... Puis là, je mourrais, ça ne serait pas trop long. Donc, le terme pour homéodynamie est bien meilleur pour décrire les variations d'expérience être humaine. Puis là, je voudrais vous proposer d'analyser ces deux descriptions-là. Donc, vous êtes en expérience de croissance, puis ça se fait constamment contrebalancer par des expériences de développement, de tri, d'aller à l'essentiel. Puis là, vous réacquirez une expérience basée sur votre tri, puis là, ça bouge comme ça. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça, une courbe qui ferait ça comme ça? Eh bien oui, c'est comme les battements cardiaques à quelque part, qui assurent la vie. Parce que si vous voulez seulement avoir des hauts de la croissance, puis là vous dites, OK, là, je veux pas que ça redescende. Ça fait que vous n'aurez peut-être pas la phase de développement essentiel pour elle, puis ça va peut-être même, ça va faire... Donc, quelqu'un qui refuse les variations de la vie, qui résiste à la fois contre la croissance et le développement, qui veut rester dans un état stable, homéostasique, il va peut-être être mort aussi. Là. Donc, je vous propose d'embrasser la vie, embrasser le flot des variations. Et là, vous saurez peut-être être sur une courbe en mouvement. Peut-être que vous allez pouvoir choisir l'empan dans lequel vous voulez vivre votre vie. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller dans les extrêmes haut, extrêmes bas. Vous pouvez peut-être installer un mode de vie qui fait que ça va circuler entre ça et ça. Il y a des gens qui vont avoir une vie très plate. Il y a des gens qui vont avoir une vie stabilisée plus down. Malheureusement, ils peuvent souffrir de dépression. Il y a des gens qui vont avoir une vie très haute, ils peuvent souffrir d'hypomanie. Mais c'est une proposition que je vous fais pour que vous réfléchissiez à votre équilibre en mouvement. Puis quand on l'a, quand on réussit à être en équilibre
en mouvement, dans un genre de défi en accord avec nos compétences, là où on est rendu, et une expérience qui est suffisamment exigeante à la hauteur de nos compétences. Ah là, on a l'impression que d'être vraiment sur notre X et non pas seulement pris dans un paquet de nœuds. Mais on ne peut pas rester dans cette expérience optimale-là. C'est un état temporaire et transitoire. C'est vivant. Ça bouge. Donc là, dans quelle direction vous allez partir? Est-ce que vous allez sortir de ce paquet de nœuds-là maintenant qui commence à s'embourber en faisant un peu de lecture? Croissance. Un peu de réflexion en écrivant sur ce que vous avez vécu? Développement. Un peu de discussion avec quelqu'un qui vous inspire? Croissance. Un peu de méditation sur le sens de la vie? Développement. Ah, ok, fait que là, on se promène comme ça dans cette boucle de régulation. Rencontrer des nouvelles personnes. Se surprendre soi-même d'avoir été malhabile, puis de dire, oh, ok, il va falloir que je me ressaisisse un petit peu là. Ouh! Faire preuve d'humilité. Parlant d'humilité, je vais essayer de réinterpréter maintenant le concept de croissance-développement avec un truc qui commence à être assez bien connu dans la psychologie populaire, c'est-à-dire l'effet de Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je vais mettre le lien aussi en description si vous voulez en entendre parler, mais l'effet de Dunning-Kruger, c'est une espèce de représentation qui voudrait dire qu'on a, quand on commence une nouvelle activité, une phase de croissance où notre confiance, mettons, moi, je commence une activité, je m'achète tous les outils pour, les meilleurs souliers, ça. Donc, même si ma compétence réelle est ici, je suis confiant ici! Donc, c'est la chance des débutants en plus. Fait que ça, on appelle ça la montagne de la stupidité. Mais c'est pour dire que quelque part, mon niveau de confiance est disproportionné par rapport à mon vrai niveau de maîtrise. Mais ça, c'est relié avec un biais psychologique, une espèce d'enthousiasme qui nous prend. Enthousiasme d'ailleurs, qui vient de l'étymologie, le Dieu en soi. En, à l'intérieur, enthousiasme, ça vient de théos, qui veut dire le Dieu. Donc, divinité intérieure, c'est l'enthousiasme. Ça nous anime. Mais cette animation-là peut monter le niveau d'énergie ou d'excitation et de confiance de manière illusoire. On appelle ça le monde de la stupidité. Puis là, on continue à acquérir des expériences, puis là, on se rend compte que, hey, je suis peut-être pas si bon que ça. Oh, merde, ça, je le savais pas. Ça, j'ai toujours dit ça, puis finalement, ça marche pas pantoute. Oh, fait que dans le fond, moi, je me pensais bon, mais je suis nul. Puis là, selon le modèle de l'effet de Dunning-Kruger, là, ici, il y a une autre phase qui s'appelle la vallée de l'ignorance. C'est que là, je me rends compte que finalement, je ne connais pas grand-chose. Mais il a fallu passer par ce mont-là pour réaliser ça, tellement que l'esprit humain ne fonctionne pas que de manière logique. Et fait que c'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont se lancer dans les trucs ésotériques, spirituels, superstitions, puis là, ils apprennent qu'un jeu de tarot, hey, ça pourrait être mystique. Foum! Ils s'en vont tout de suite dans la montagne de la stupidité. Puis là, entre guillemets, c'est la théorie qui dit ça. C'est pas moi qui dis que les gens sont stupides. On se comprend-tu? Je suis pas en train de dire que vous êtes stupide. Je suis en train de dire que le modèle dit ça. Hey, je parlais pas de vous, je parlais en général. Donc, le modèle, dans le monde de la stupidité, est associé avec une surévaluation de notre perception de compétence. Il y a beaucoup de jeunes coachs aussi que vous allez voir sur le web qui n'ont pas de formation universitaire, pas beaucoup d'expérience de vie, mais ils ont beaucoup de convictions. Monde de la stupidité. Puis c'est un phénomène normal, c'est relié avec une erreur de raisonnement. Donc soyez prudents si vous voyez ça. Puis là, à force d'acquérir des connaissances, on se rend compte de la limite de nos connaissances. C'est ça qui fait descendre dans la vallée de l'ignorance. C'est réaliser. Tu sais, il y a un dicton qui dit qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne connaît pas. Fait que ça prend de la formation, des expériences pour réaliser que je ne connaissais pas grand-chose. Plus que vous allez apprendre des choses, plus que vous allez être capable de circonscrire votre ignorance. C'est dur sur l'ego, ça, hein? Réaliser que, ouf,
Finalement, je ne connais pas grand-chose par rapport à tout le champ de la compétence. Moi, quand j'ai appris des trucs en psychologie, là, au baccalauréat, je pensais que j'avais tout compris. Puis là, en continuant dans mon baccalauréat, finalement, oh, je réalise en apprenant des théories sur quelque chose que, non, finalement, je me suis trompé, je pensais que je connaissais ça, mais non. Puis là, rendu au doctorat, oh, là, je réalise qu'il y a beaucoup d'affaires que mes collègues maîtrisent, que mes professeurs connaissent, que je ne connais pas moi non plus. Puis là, en début de pratique, les clients qui me surprennent avec des affaires que j'avais jamais entendu parler, donc, c'est important comme étape. C'est très exigeant. Puis il y a des gens qui, trouvant tellement ça désagréable, la vallée de l'ignorance, qui vont passer constamment d'un monde de la stupidité à, quand ça commence à descendre, un autre monde de stupidité sur un autre sujet. Puis là, ça commence à descendre, ils sautent sur un autre monde de la stupidité. Puis là, ils vont se maintenir constamment dans des débuts de quelque chose. Ils vont être un petit peu comme des grenouilles qui sautillent comme ça, puis qui vont te dire, hey, je saute beaucoup, hein, je saute beaucoup, hein, je saute beaucoup, hein. Mais ils sont piégés dans un réflexe de l'esprit humain, celle du biais de confirmation, celle de l'heuristique de disponibilité. C'est une surévaluation personnelle de notre connaissance. C'est une des choses formidables d'aller à l'université, là. C'est que ça va tellement vous faire mal à votre esprit que ça va plier votre esprit d'une manière qu'elle ne plierait pas normalement afin de vous aider à constater, tourner vos yeux vers l'état de votre ignorance. Hey, c'est fucké, ça veut dire que je suis en train de vous dire que ça fait mal à l'université puis que c'est bon? Ben, pas systématiquement à l'entrée. Après avoir acquis beaucoup de connaissances, là, vous allez être en mesure de faire une phase de développement et peut-être, non pas sauter sur un autre monde de l'ignorance, mais en suivant le modèle de l'effet de Dunning-Kruger, développer les choses que vous aviez acquis qui étaient en extra, qui n'étaient pas essentielles, dissoudre votre ego, peut-être dissoudre les illusions d'une surconfiance en soi pour entrer dans la vallée de l'ignorance qu'on pourra maintenant renommer la vallée de l'humilité. Puis là, dans la vallée de l'humilité, je constate que c'est vrai hein, que je ne connais pas toujours tout. Puis c'est vrai que j'ai encore beaucoup à apprendre. Puis parfois, c'est l'observation de quelqu'un dans la nature qui va m'apprendre comment faire pour être heureux. Hey, puis moi, je pensais avant que j'étais tellement bon, puis que j'avais tellement compris d'affaires. Mais maintenant, je constate l'ampleur de mon ignorance. Ben moi, je fais constamment ça. C'est pas parce que j'ai un doctorat en psychologie ou que j'ai le titre de psychologue que je me pense meilleur qu'un autre. Je me suis déjà pensé meilleur qu'un autre, d'ailleurs. Bonjour les collègues que j'ai connus à l'université, d'ailleurs. Mais je me pensais meilleur qu'un autre. Mais un jour, j'ai pu travailler ça, grâce à la thérapie, d'ailleurs, pour équilibrer cette acquisition-là de connaissances. J'étais donc fier de ma connaissance, mais j'étais dans mon ignorance aussi. Je la surévaluais. Donc, créer du développement, aller à l'essentiel. Puis là, maintenant, j'essaie de faire un mix entre les deux. Puis là, je suis en train de faire ce qu'on appelle, en tout cas, j'essaie de faire ce qu'on appelle la progression des maîtres. C'est quoi ça, la progression des maîtres? Ben, c'est que dans le schéma de l'effet de Dunning-Kruger, c'est que passer la vallée de l'ignorance ou la vallée de l'humilité, il va y avoir ensuite une augmentation très lente, une nouvelle forme de croissance, mais une croissance qui est basée sur l'équilibre entre, on va dire, les différentes variations, mais qui est lente. On appelle ça la progression des maîtres pour dire, c'est pas dans l'effet de Dunning-Kruger, ça, la progression des maîtres, là, c'est tiré, je pense, d'une affaire du taoïsme. Puis je vais vous faire une petite phrase parallèle pour vous l'illustrer. Il y avait Bruce Lee qui disait, pensiez pas vous faire parler de Bruce Lee aujourd'hui. Il dit, je ne crains pas quelqu'un qui a pratiqué 100 000 coups de poing. Je crains quelqu'un qui a pratiqué 100 000 fois un coup de poing. Il est devenu un expert, dans le fond, à force de faire ce coup de poing-là. Fait que c'est pour ça que, passer la vallée de l'ignorance, on commence la progression des maîtres. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de répétition, consolidation. On va croître et développer l'essentiel. Croître, développer l'essentiel. Croître, développer l'essentiel. Croître, développer... Puis on ne le voit peut-être pas le début de la fin de c'est quand que je deviens un maître. Bien, dans le monde des arts martiaux, là, c'est assez récent, hein, ça suit la culture occidentale, puis ça a été intégré via la Corée, là, puis tout ça, les différentes couleurs des ceintures de progression, puis là, on adore ça en Occident, nous, voir des progressions, là, mais
En réalité, les changements de couleur, c'était davantage à un moment donné une transformation. C'est il y a un maître qui regardait son élève, puis qui disait, viens ici, il déchirait sa ceinture blanche, puis il donnait une ceinture noire. Maintenant, je te reconnais comme toi aussi, tu es un maître. Ah! Surprise, mais c'était peut-être 15-20 ans, 10, 15, 20 ans après le début de son entraînement. Mais il n'y avait peut-être pas besoin de le segmenter avec des preuves externes. C'est une progression des maîtres qui est ressentie de l'intérieur. Puis qui n'est pas auto-proclamée. Les gens ne se proclamaient pas maîtres en arts martiaux eux-mêmes dans les modèles traditionnels asiatiques. Il était reconnu comme tel par des tierces. C'était un maître qui disait waouh, je vois un maître devant moi. C'était un reflet de ce qu'ils portaient en eux. Donc, ça n'aura même pas la même portée si c'est une personne qui est dans l'humilité, qui a acquis l'expérience à travers la vallée de l'humilité, puis qui est devenu un maître à force de croître et de se développer dans la régulation homéostasique sur le long terme. Il est capable de peut-être voir le maître dans l'autre qui est en train de se développer. Ben ça, c'est un processus transformationnel. On ne peut pas l'acquérir seulement avec de la formation. C'est une transformation. Et je vous ai fait précédemment des vidéos, si vous fouillez dans mes archives, des vidéos sur les dérives de la promesse transformationnelle. Parce que c'est tellement fort, ça, l'idée que hey, un jour, je vais être un maître dans cette affaire-là. Wow! Mais selon moi, c'est une illusion associée avec la montagne de la stupidité. On ne peut pas devenir un maître rapidement. La maîtrise de quelque chose, ça demande beaucoup de travail sur soi. Ça demande de plier son esprit d'une manière qui plierait peut-être pas si je suivais juste mon élan naturel. L'être humain, c'est un être de nature, mais c'est un être de culture aussi. Et entre nature et culture, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Le monde affectif. Le monde affectif qui est comme une tempête. Puis le sentiment dans le monde affectif, c'est relié avec l'attachement. Donc, si vous voulez vous démêler dans votre expérience, où c'est que je suis rendu, moi, présentement, dans tout ça? Commencez à travailler sur l'observation de votre attachement. Comment ça se passe? Quelle est la répétition de mes acquisitions normatives lorsque j'étais jeune, de 0-6 ans? Qu'est-ce que je répète aujourd'hui que je ne savais pas que je répétais? Puis là, peut-être vous saurez vous enligner mieux sur est-ce que je dois acquérir des connaissances ou je dois faire un tri dans le développement de ce qui est meilleur? Et quand vous saurez jongler avec tout ça, vous serez le maître de votre vie, un jongleur dans l'action. Puis c'est bien différent jongler dans cette maîtrise de soi, devenir un maître d'œuvre de sa vie que de se contrôler, puis de masquer les choses en ayant de l'air d'un maître. Mettons, j'ai de l'air d'un maître parce que je me mets une ceinture. Je mets 6-7 barres blanches en plus dessus, surtout pour avoir de l'air d'un méga maître. Puis là, je m'auto-proclame maître. Puis là, illusion de maîtrise qui pourra capturer avec les gens naïfs, on pourrait dire qu'ils sont eux aussi sur des monts de stupidité, une illusion de maîtrise qui conduira à la catastrophe. Mais soyez prudents. Vérifiez si les mentors que vous avez sont humbles. Un jour, quand j'étais plus jeune, je faisais des arts martiaux, puis il y a eu un maître qui a été invité d'une autre école pour venir nous parler d'un témoignage. Puis la première affaire que ce maître-là, il a dit, parce que le dojo d'entraînement se situait en dessous d'un gym, la première chose que le maître invité a dit, c'est « Vous devez être fiers de vous. Vous avez beaucoup de valeur. Contrairement aux gens en haut, là, eux autres font juste des muscles qui sont stupides. Vous autres, vous faites des arts martiaux. Vous êtes bons. » Je me suis dit intérieurement, qu'est-ce que c'est ça? Un maître qui est en train de mépriser des gens qu'il ne connaît pas pour valoriser quelque chose que lui, auquel il est attaché. Je me suis dit, ce gars-là, c'est pas un maître. Il est déguisé en maître, mais il n'est pas un maître. Ça m'a tellement marqué à ce moment-là que je m'en suis souvenu pour tout le reste de ma vie jusqu'à maintenant. Ça me porte, ça m'habite intérieurement comme un repère qu'il y a des gens qui sont drapés de maîtrise, mais qui ne sont pas des maîtres. Mais comment qu'on fait pour le savoir? Il va falloir que vous développiez vous-même le maître intérieur pour être capable d'en reconnaître à l'extérieur.
Puis dans votre aventure transformationnelle de croissance et de développement, il est possible qu'il vous arrive des accidents. Il est possible que vous ayez très mal. Il est possible que vous vous sentiez seul. Il est possible qu'en vous transformant, il y a des gens qui vous reconnaîtront plus et qui vont vous dire ah, je te reconnais plus, t'es plus comme avant, franchement, qui vont vous juger parce que vous êtes en transformation. Très possible. Mais si vous entendez ça, ça veut juste dire que les personnes sont attachées à une ancienne version de vous ou sont attachées à une version que eux ils idéalisent. Peut-être que votre place, c'est de faire partie de ces gens-là, mais peut-être pas non plus. La connaissance de soi, la connaissance des différentes trajectoires de nettoyage, de stockage, de tri, de maîtrise, de contenu, d'accueil des réactions intérieures, autant agréables que désagréables, permet de construire un maître d'œuvre que probablement peu d'entre vous sont en mesure maintenant d'imaginer. Moi, je ne pense pas que je suis un maître très avancé, là. Je pense que je suis en train d'essayer d'avancer dans la progression avec la méthode du maître. Mais je ne pense pas que je suis très avancé. Pas très avancé. Il y a quelques années, je pensais que j'étais super avancé. J'étais sur la montagne de la stupidité. Eh oui, j'étais stupide. Je le suis peut-être encore un peu, là, dans le fond. Là. C'est peut-être ça que vous allez pouvoir me dire en commentaire. J'espère que non. Mais c'est avec humilité que j'essaie de travailler tout ça. Là. Puis je ne veux pas vraiment être seulement une espèce de gourou qui va vous dire quoi faire. Je veux plutôt vous faire un partage. Puis c'est vous qui allez faire le tri. Si ça ne vous parle pas, ce que je vous ai dit, c'est correct. Je vous ai proposé des modèles qui ne sont pas des données exhaustives. Je vous ai proposé des options qui ne reflètent pas l'ensemble des options possibles. Je voudrais construire chez vous des repères. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? Est-ce que vous diriez que vous avez souvent pique-niqué sur le monde de la stupidité? En tout cas, moi, je l'ai fait souvent. Est-ce que vous êtes dans la résistance, là, mettons une espèce de vallée de l'ignorance, ou vous l'avez transformé en vallée de l'humilité? Aviez-vous déjà entendu parler de la progression des maîtres? Je ne crains pas quelqu'un qui fait 10 000 coups de poing. Je crains une personne qui a pratiqué 10 000 fois un coup de poing. On salue Jean-Claude Van Damme. Et sur ces sages paroles, qui ne sont pas garanties, c'est les clics j'aime qui vont me le dire si c'était bon, je vous dis à demain pour la suite du défi Psychoctober. C'était le Dr Paul Simard, psychologue.